Aux funérailles de mon fils, j'ai entendu ma belle-fille dire à ses amis: « Maintenant, je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette vieille peau. Elle mérite une chambre en EHPAD. » Mais quand le notaire a lu le testament, c'est elle qui a dû faire ses valises. Le funérarium sentait le lys et le chagrin. J'étais là debout à côté du cercueil d'Hugo. Ma main tremblait en touchant sa joue froide une dernière fois. Mon fils unique, mon garçon. Comment c'était possible? À 68 ans, je n'avais jamais imaginé survivre à mon enfant. Aucun parent ne le devrait. Le cancer l'a emporté si vite, 3 mois du diagnostic à la fin. Pas assez de temps pour dire tout ce qu'il fallait. « Madame, Brigitte, voulez-vous vous asseoir ?» La voix du directeur du funérarium était douce. J'ai hoché la tête comme anesthésié. Les gens défilaient. Ils murmuraient des condoléances que je n'entendais même pas, j'avais comme un bourdonnement dans les oreilles. Mélanie, ma belle-fille, depuis 15 ans, était assise à côté de moi. Sa robe noire était parfaitement repassée. Son maquillage impeccable, malgré les larmes qu'elle essuyait de temps en temps avec un mouchoir brodé. Je l'avais accueillie dans notre famille, comme ma propre fille. « J'ai besoin de prendre l'air. » A-t-elle glissé en me serrant la main. Je l'ai regardé s'éloigner. Hugo était notre pont, notre terrain d'entente. Qu'allions-nous devenir, elle, maintenant? Quelques minutes plus tard, j'ai dû me lever. Mon arthrose me lançait terriblement, je devais aller aux toilettes pour prendre mes médicaments. J'avais mon pilulier dans mon sac. Je marchais lentement dans le couloir m'aidant de ma canne. En approchant du petit hall près de la sortie, j'ai entendu la voix de Mélanie. Elle n'était pas triste. Elle était claire et presque soulagée. Mon Dieu, je croyais que cette journée n'en finirait jamais. Tous ces gens qui viennent me dire à quel point ils sont désolés. Me demander ce qu'ils peuvent faire. Elle a laissé échapper un soupir théâtral, comme si j'avais besoin de leurs petits plats et de leur pitié. Une femme a ri doucement. Au moins c'est bientôt fini. Et après? Après, je récupère enfin ma vie. La voix de Mélanie était devenue dure. Et je me débarrasse enfin de cette vieille peau. Je me suis figée. Mon cœur a raté un battement. Elle ne pouvait pas... Elle ne parlait pas de moi. « De Brigitte ?» a demandé l'autre femme. « Évidemment de Brigitte. » Sa voix dégoulinait de mépris. Hugo a insisté pour qu'elle vive avec nous après la mort de Gérard. Elle n'a nulle part où aller, Mélanie. Elle est seule, Mélanie. Eh bien maintenant, Hugo n'est plus là. Et je n'ai plus besoin de faire semblant. Tu vas en faire quoi? Il y a un EHPAD très convenable à la sortie de la ville. Je l'ai entendu rire. Un rire que j'avais toujours trouvé musical, mais qui sonnait maintenant si cruel. Elle approche des 70 ans, c'est sa place de toute façon. Elle ne va pas se battre. Avec quoi le pavillon est à mon nom? On s'en est assuré à la mort de son mari. Elle nous a tout donné, tu te souviens. Pour simplifier la succession, on lui a dit. Sa voix est devenue un murmure moqueur. La vieille bique ne réalise même pas qu'Hugues m'a tout légué. Dans une semaine, elle fait ses valises. Je me suis agrippée à ma canne. Le blanc de mes jointures. J'ai oublié les toilettes. J'ai fait demi-tour. En silence. Tout mon corps tremblait. Comment avais-je pu être si aveugle toutes ces années? Je pensais que Mélanie m'aimait. Je pensais que nous étions une famille. De retour dans la salle, j'ai regardé le visage paisible d'Hugo avec un nouveau regard. Est-ce qu'il savait? Savait-il ce que sa femme pensait vraiment de moi? J'ai séché mes larmes et j'ai redressé le dos. Je ne la laisserai pas me voir brisée. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour Hugo. Le reste de la cérémonie fut un brouillard. Mélanie est restée près de moi, son bras sous le mien. L'image parfaite de l'épouse éplorée, soutenant sa belle-mère au cœur brisé. Mais maintenant, je savais. Je percevais la fausseté dans sa voix quand elle disait « On va surmonter ça ensemble, Brigitte. » Je sentais l'impatience dans sa main quand elle me guidait vers la voiture. Sur le chemin du retour, je regardais le paysage défiler. Je me demandais où j'irais, ce que j'allais faire. Je n'avais plus d'argent à moi.
J'avais tout donné à Hugo et Mélanie il y a des années. Je n'avais pas de maison, à part celle dont Mélanie voulait maintenant me chasser. Mais il y avait une chose que Mélanie ne savait pas. Une chose que Hugo m'avait dite quelques jours avant la fin. « Mon » avait-il murmuré sa voix faible mais ses yeux clairs. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. À propos de mon testament. » Je me suis tournée pour regarder le profil de Mélanie pendant qu'elle conduisait. Son visage était froid composé. Qu'elle pense qu'elle avait gagné. Qu'elle fasse ses plans. La lecture du testament était prévue pour le lendemain. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comment aurais-je pu... Cette vieille peau. L'EHPAD. Les mots tournaient en boucle dans ma tête. J'étais allongée dans la chambre d'amis. Une chambre qui n'avait jamais été vraiment la mienne, même si j'y vivais depuis 5 ans. Les souvenirs m'envahissaient. Et maintenant, ils étaient tous douloureux. Je me souvenais du jour où Gérard était mort, il y a 8 ans. Mon mari depuis 40 ans. Parti d'une crise cardiaque si soudainement. Hugo et Mélanie étaient venus tout de suite. Ils m'avaient aidé pour les obsèques. C'est Mélanie qui avait suggéré que je vende ma maison. Maman, ça n'a pas de sens de rester seule dans cette grande maison, avait dit Hugo son bras autour de sa femme. On a plein de place, avait ajouté Mélanie avec son sourire le plus doux. Et on peut placer l'argent de la vente. Comme ça, tu n'auras jamais de soucis financiers. Ça semblait si logique, si aimant. J'ai vendu la maison que Gérard et moi avions construite. La maison où Hugo avait grandi. J'ai récupéré 250 000 €. Je leur ai tout donné pour qu'ils investissent pour moi. Je n'ai jamais vu un seul relevé de compte. Je leur faisais une confiance absolue. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Je regardais leur jardin élégant. La piscine creusée, la terrasse paysagée. L'apport pour ce beau pavillon, c'était mon argent. La rénovation pour la piscine et la cuisine d'été, c'était mon argent aussi. Mais la maison était à leur nom. Il y avait aussi ce petit mas en Provence, acheté avec le reste de l'assurance vie de Gérard. C'est plus simple pour les impôts et la succession Brigitte, avait expliqué Mélanie. Je n'avais jamais posé de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était la famille. J'ai ouvert le tiroir de la commode. J'ai sorti le vieil album photo que je gardais là. Une photo jaunie d'Hugo bébé. Et puis, des photos d'Hugo et Mélanie à leur mariage. J'ai fait une pause sur une photo de nous 3 à leur 10e anniversaire de mariage. Mélanie se tenait légèrement à l'écart. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Est-ce que les signes étaient là depuis le début? Il y avait d'autres souvenirs maintenant. Des petites choses, des détails que j'avais ignorés. L'impatience de Mélanie quand je mettais du temps à monter en voiture à cause de mon arthrose. Ses soupirs quand je lui demandais de l'aide avec mon téléphone ou l'ordinateur. La façon dont elle organisait toujours les repas de famille le jour de mon club de bridge. Puis, jouait la déçue quand je maintenais mes engagements. Tu sais à quel point la famille est importante pour Hugo, disait-elle. Elle me faisait culpabiliser d'avoir une vie. Et puis, il y avait Romain et Léa, 13 et 10 ans. Mes petits-enfants. Je les aimais de tout mon cœur. Mélanie avait toujours contrôlé mon temps avec eux. Elle limitait les visites. Elle supervisait nos interactions comme si elle n'avait pas confiance. Les enfants ont leur routine, Brigitte, expliquait-elle. Trop d'excitation, ce n'est pas bon pour eux. J'acceptais tout. J'étais juste reconnaissante d'être incluse. Quelle idiote j'avais été. Alors que l'aube se levait, une autre réalisation troublante m'a frappée. Ces derniers mois, pendant qu'Hugo s'affaiblissait, Mélanie était étrangement occupée. Elle me laissait souvent m'occuper d'Hugo pendant qu'elle réglait des affaires urgentes. Elle avait aussi commencé à s'habiller différemment. Des vêtements plus chers, une nouvelle coupe de cheveux. À l'époque, je m'étais dit que c'était sa façon de tenir le coup, de garder une normalité. Maintenant, je me demandais s'il y avait quelqu'un d'autre. Je me suis souvenue de ce SMS que j'avais aperçu sur son téléphone il y a 2 semaines. Un message d'un certain Adrien. « Hâte de te revoir. La dernière fois était incroyable. Je m'étais dit que c'était un client.
Elle était agent immobilier. Mais maintenant, les pièces s'emboîtaient. Les voyages d'affaires qui se prolongeaient tout le week-end. Les appels téléphoniques à voix basse derrière des portes closes. Elle avait une liaison. Pendant que mon fils était en train de mourir, la rage qui m'a remplie était comme un feu. Comment osait-elle trahir mon fils? Prévoir de me jeter? Et probablement prendre tout ce pourquoi nous avions travaillé pour commencer une nouvelle vie avec un autre. J'étais encore assise là, serrant l'album photo, quand on a frappé doucement. « Oui ?» C'était Romain. « Tu es réveillée, maman a dit qu'on part chez le notaire dans 1 heure. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert la porte. Romain ressemblait tellement à Hugo à cet âge. Il a hésité, puis il m'a serré fort dans ses bras. « Papa me manque », a-t-il murmuré. « Je sais, mon chéri, il me manque aussi. » Par-dessus son épaule, j'ai vu Mélanie apparaître dans le couloir. Elle a souri. Ce faux sourire mielleux. « Ne dérange pas ta grand-mère trop longtemps, Romain. Elle doit se préparer. » Ses yeux ont croisé les miens, froids, calculateurs. « C'est un jour important, Brigitte. »« Oui. » J'ai pensé en fermant la porte pour m'habiller. C'est en effet un jour très important. Le jour où Mélanie apprendra que ses plans risquent de ne pas se dérouler exactement comme elle l'espère. Parce que lors de cette dernière conversation, quand Hugo était lucide et que Mélanie était sortie, il avait serré ma main avec une force surprenante. « Maman !» avait-il dit. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai vu des choses. J'ai besoin que tu saches, j'ai pris des dispositions. Je n'avais pas compris à ce moment-là. Mais je commençais à comprendre. L'étude de Maître Dubois occupait le dernier étage d'un bel immeuble du centre-ville. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Je m'appuyais lourdement sur ma canne. Mélanie marchait devant le dos droit, ses talons de marque claquant sur le parquet. Elle s'était habillée comme pour une réunion d'affaires, pas pour la lecture d'un testament. Un tailleur pantalon noir chic et efficace. Romain et Léa nous suivaient intimidés. J'ai tendu la main à Léa, et elle s'est serrée contre moi. Maître Dubois, le notaire d'Hugo depuis 10 ans, nous a accueillis avec une solennité appropriée. Merci à tous d'être venus. Je sais que c'est un moment difficile. Il a ajusté ses lunettes. Hugo a été très précis dans ses dernières volontés, et il est de mon devoir de m'assurer qu'elles soient exécutées exactement comme il l'entendait. Mélanie a hoché la tête, son expression grave mais composée. Sous la table, j'ai remarqué que ses doigts pianotaient d'impatience contre sa cuisse. Avant de commencer la lecture formelle, a dit Maître Dubois, je dois vous signaler que Hugo a apporté des modifications à son testament il y a environ 6 semaines. Les doigts de Mélanie se sont arrêtés net. Des modifications. Quel genre de modifications? Il ne m'a jamais rien dit. Maître Dubois l'a regardé par-dessus ses lunettes. Oui. Eh bien, il est venu me voir seul. Il était très clair sur ses instructions. Une ombre d'incertitude a traversé le visage de Mélanie. « Je vois. Eh bien, procédez alors. » Premièrement, a commencé Maître Dubois, concernant la résidence familiale et la propriété secondaire en Provence, j'ai retenu mon souffle. C'étaient que les propriétés achetées avec mon argent, celles sur lesquelles je n'avais aucun droit légal. Les 2 propriétés doivent être placées dans un trust familial, dont Madame Brigitte Harrison est nommée administratrice trustee. Le trust précise que Madame Brigitte a le droit de vivre dans l'une ou l'autre de ses propriétés pour le restant de ses jours. À son décès, les 2 propriétés seront transférées à Romain et Léa Harrison à parts égales. Le visage de Mélanie est devenu livide. « C'est impossible », a-t-elle dit sa voix tendue. « Les maisons sont à mon nom. Hugo ne peut pas juste... »« En fait, si !» l'interrompit gentiment Maître Dubois. « Si le pavillon familial a bien été acheté à vos 2 noms. Hugo a transféré sa part au trust il y a 3 ans. Vous aviez signé les documents de transfert. Quant au mât en Provence,
Il n'a jamais été à votre nom contrairement à ce que vous pouviez croire. Il a été acheté directement par le trust. Je me souvenais d'avoir signé des papiers il y a 3 ans. Juste de la planification de succession, avait dit Hugo. Mélanie avait été agacée à l'époque. Avait-il déjà des soupçons? Quant aux actifs financiers d'Hugo, a continué Maître Dubois, ses assurances-vie et ses placements, qui s'élèvent à environ 800 000 €, doivent être répartis comme suit 60% à un fonds pour l'éducation et les besoins de Romain et Léa, dont Brigitte est nommée administratrice. 20% directement à Brigitte pour ses soins et son entretien. Et 20% à vous, Mélanie. Le sang-froid de Mélanie a volé en éclats. 20%, c'est tout. Sa voix même ça est montée d'une octave. Il doit y avoir une erreur. Je suis sa femme. Il n'y a pas d'erreur, madame. J'ai rédigé ces documents moi-même sous les instructions explicites d'Hugo. Il était mourant, s'est-elle écriée en se levant sa chaise, raclant bruyamment le sol. Il n'avait pas toute sa tête. Il était sous médicaments. Ce testament peut être contesté. L'expression de Maître Dubois est restée calme. Hugo était parfaitement lucide lorsqu'il a fait ces changements. J'ai moi-même évalué sa compétence. Et nous avons une déclaration écrite de son médecin confirmant sa capacité mentale. Je vous déconseille de contester, madame. Ce serait coûteux long et très probablement voué à l'échec. Mélanie a regardé autour d'elle comme si elle cherchait un allié. Son regard s'est posé sur moi. La haine pure dans ses yeux m'a fait tressaillir. « C'est vous », a-t-elle sifflé. « C'est vous qui avez fait ça. Vous avez retourné mon mari contre moi. Je n'ai rien dit. J'étais trop abasourdie. Hugo m'avait protégée. Avait-il tout su? Maître Dubois s'est raclé la gorge. Il y a autre chose, madame. Hugo a laissé une lettre scellée à lire uniquement dans le cas où vous contesteriez une partie de son testament. Il a brandi une enveloppe. Voulez-vous que je la lise maintenant? Ou préférez-vous que je continue avec les dispositions restantes? Mélanie s'est rassise lourdement. Son visage était un masque de fureur. « Continuez », a-t-elle dit entre ses dents serrées. L'entreprise familiale Harrison Design est également placée en trust. 75% de la propriété est transférée à Romain et Léa. Les 25% restants sont alloués aux employés actuels. Les mains de Mélanie tremblaient maintenant. Et de quoi suis-je censée vivre exactement? Maître Dubois a ajusté ses lunettes. En plus de votre part des assurances vie, Hugo a établi une allocation mensuelle pour vous de 2500 €, qui se poursuivra pendant une période de 5 ans, ou jusqu'à ce que vous vous remariez, selon la première éventualité. Toi, remarié. Le rire de Mélanie était cassant. Je viens de perdre mon mari. Oui, a dit Maître Dubois, son ton neutre mais son regard sachant. C'est pourquoi j'ai trouvé cette mention spécifique du remariage très intéressante. Les jours suivants ont été un enfer. Mélanie était comme une furie dans la maison. « Ce n'est pas fini », m'a-t-elle dit me coinçant dans la cuisine. Hugo était manipulé. Il n'allait pas bien. Je vais contester. Hugo protégeait sa famille Mélanie. J'ai répondu calmement. Ses enfants et sa mère. Maître, vous avez joué à la vieille dame impuissante. Vous l'avez fait culpabiliser. Elle l'a fait. 3 jours plus tard, j'ai reçu les papiers d'assignation. Elle affirmait qu'Hugo avait été victime d'influence indue et d'abus de faiblesse. J'ai appelé une avocate spécialisée en droit des aînés, une femme formidable, Maître Chen. C'est de l'abus de personnes âgées, Brigitte, m'a-t-elle dit. Exploitation financière. Hugo a reconnu ce qui se passait et a pris des mesures. Maintenant, nous allons finir ce qu'il a commencé. La première manœuvre de Mélanie a été d'essayer de me faire expulser de la maison.
Sa deuxième stratégie a été de limiter mon accès aux petits-enfants. Ils ont besoin de stabilité, a-t-elle dit aux enseignants. L'état mental de Brigitte est préoccupant. Elle fait des accusations étranges. C'est de la paranoïa sénile. Mais est-ce que tu es malade? M'a demandé Léa, son petit visage plissé d'inquiétude. Maman dit que tu vas peut-être devoir aller dans un hôpital spécial. Mon cœur s'est brisé. Non, ma chérie, je ne suis pas malade du tout. Alors pourquoi maman dit ces choses? A exigé Romain. À 14 ans, il sentait la tension. Ce soir-là, après que Mélanie soit sortie un dîner d'affaires, avec Adrien, je suis allée dans le bureau d'Hugo. Je ne savais pas ce que je cherchais. Mais j'avais l'impression qu'Hugo me guidait. Dans le tiroir du bas scotché sous une pile de vieux dossiers fiscaux, j'ai trouvé une enveloppe. Avec mon nom. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une clé USB et un mot manuscrit. « Maman, si tu lis ceci, c'est que les choses se sont passées comme je le craignais. » Mélanie a montré son vrai visage. Les preuves dont tu as besoin sont sur cette clé. Des relevés bancaires, des emails, des enregistrements de conversations. J'ai commencé à rassembler tout ça quand je suis devenu suspicieux l'année dernière. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. Je voulais te protéger et sécuriser les choses légalement avant de la confronter. Puis le cancer est arrivé et j'ai manqué de temps. Sache que je t'aime. Maintenant, utilise ça pour te protéger et protéger les enfants. Hugo, j'ai branché la clé sur mon ordinateur. Ce que j'ai trouvé m'a sidéré. Des dizaines de documents. Des relevés montrant comment Mélanie avait siphonné de l'argent de leur compte joint vers un compte privé, à son seul nom. Des emails entre elle et son amant Adrien, datant de 2 ans. Ils discutaient de leur plan pour après le départ d'Hugo. Le pire, c'étaient les enregistrements audio. La voix de Mélanie claire comme du cristal. Une fois que la vieille sera enfermée et que Hugo sera parti, on vend tout et on part en Arizona comme on l'a prévu. Personne ne posera de questions. Je suis restée assise en état de choc. Des larmes coulaient sur mon visage. Mon fils avait su tout ça. Il avait su tout ça, tout en combattant son cancer. Il s'était battu sur 2 fronts contre la maladie. Et pour sécuriser notre avenir, le lendemain matin, j'ai appelé Maître Chen. J'ai quelque chose que vous devez voir. Quelque chose qui change tout. Le jour de l'audience, j'étais terrifiée. Romain avait insisté pour être là. Maître Chen s'élevait. « Votre honneur, nous avons la preuve que Madame Mélanie Harrison entretenait une liaison extra-conjugale de longue date, qu'elle prévoyait d'interner sa belle-mère contre son gré, et qu'elle avait l'intention de liquider les actifs familiaux. » Mélanie criait que c'était absurde. Puis Maître Chen a appelé son témoin surprise. Ryan Kendall, Adrien. Mélanie a suffoqué. Il a évité son regard. « Monsieur Kendall, » a commencé Maître Chen. « Pouvez-vous décrire votre relation avec Madame Harrison ?» Il a dégluti. « Nous étions impliqués. Depuis environ 2 ans. Impliqués comment? Romantiquement. Intimement. Elle m'a dit que son mariage était terminé. Qu'elle restait seulement jusqu'à ce que... Jusqu'à quoi, Monsieur Kendall? Jusqu'à ce que son mari meure, a-t-il dit doucement. Elle a dit que c'était juste une question de temps et qu'ensuite nous pourrions être ensemble. Traître, a sifflé Mélanie. La juge a frappé de son marteau. Le témoignage d'Adrien a tout corroboré. Du fond de la salle, j'ai vu le visage de Romain. Pâle, choqué. Ses yeux se remplissaient de larmes, alors qu'il découvrait la vérité sur sa mère. La juge a rendu sa décision la semaine suivante. Elle a rejeté la plainte de Mélanie et a confirmé chaque mot du testament d'Hugo. 2 ans ont passé depuis ce jour. 2 ans de guérison, de reconstruction. La douleur de perdre Hugo ne s'efface jamais. Mais elle s'est adoucie.
Mélanie a pris ses 20% et elle est partie à Phoenix avec Adrien. Aux dernières nouvelles, ils se sont déjà séparés. Elle a renoncé à la garde des enfants sans vraiment se battre. Quand Romain a annoncé qu'il voulait vivre avec moi, elle a à peine protesté. Léa a choisi de rester avec son frère. Les premiers mois ont été durs. Les enfants pleuraient que leur père. Et la mère qu'ils pensaient connaître. « Pourquoi papa ne nous a rien dit ?» a demandé Romain un soir. « Je pense qu'il essayait de vous protéger. » J'ai dit doucement. Il voulait régler les choses. Mais ensuite, il est tombé malade. Sa priorité est venue de s'assurer, sœur, que vous seriez en sécurité. Il nous a sauvés, a dit Romain. Il t'a sauvé aussi, mamie. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui, il l'a fait. Nous vivons tous les trois dans le pavillon. J'ai pris la chambre principale. J'ai tout redécoré simplement. Avec des meubles confortables qui me ressemblent. L'entreprise d'Hugo prospère. Léa, maintenant âgée de 12 ans, montre un vrai talent pour le design. Elle dessine tout le temps. Romain a 16 ans. Est grand. Et sérieux, comme son père. Il parle de reprendre l'entreprise un jour. Mélanie appelle pour les anniversaires. Les conversations sont brèves, gênantes. Les enfants semblent soulagés quand elle raccroche. Quant à moi, j'ai rejoint un club de lecture. Je prends des cours d'aquarelle. Parfois, j'aimerais qu'Hugo puisse nous voir. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Nous sommes allés sur sa tombe. En rentrant, Romain a mis son bras autour de mes épaules. Oh, tu sais, ce qui ferait le plus plaisir à papa, c'est de voir qu'on est heureux. Qu'on a trouvé un moyen d'avancer. Léa a hoché la tête. Et qu'Elisabeth a eu ce qu'elle méritait. Le soir, je me suis souvenu des mots cruels de Mélanie au funérarium. Me débarrasser de cette vieille peau. L'ironie, c'est qu'à la fin, c'est elle qui a dû faire ses valises et partir. Hugo y avait veillé. C'était son dernier acte d'amour. On dit que bien vivre est la meilleure des revanches. Si c'est vrai, alors cette vie calme et joyeuse est la plus douce des victoires. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?